Nous sommes le vendredi 18 novembre et c'est aujourd'hui que prend fin la COP 22 à Marrakech. La COP de l'action, comme on l'appelle, est censée permettre d'avancer dans l'application de l'accord de Paris. Les décisions devraient être rendues au cours de cette journée. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre la journée africaine de la statistique. Le thème retenu cette année est le renforcement des statistiques économiques au service de l'intégration régionale, de la transformation structurelle et du développement durable. Nous en parlerons dans un quart d'heure. 73 personnes tuées et 110 blessées. Voilà le bilan après l'explosion accidentelle d'un camion-citerne jeudi après-midi dans l'ouest du Mozambique. Les autorités cherchent à savoir si le camion vendait de l'essence ou s'il a été pris d'assaut par la population. Vous le verrez dans le 13h. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Ce vendredi 18 novembre à Marrakech, les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final à la COP 22, la 22e conférence de l'ONU sur le climat. Cette réunion est censée permettre d'avancer dans l'application de l'accord de Paris. Quel bilan en tirer? Que retiendra-t-on de la réunion? Tout le monde attend impatiemment les décisions qui devraient être rendues au cours de cette journée. La journée d'hier, elle, s'est terminée avec un moment de gloire pour le Maroc qui a eu sa proclamation, la proclamation de Marrakech. En marge des travaux à Marrakech, le président Alassane Ouattara, présent sur place, multiplie les rencontres. Il a échangé hier jeudi avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Ils ont évoqué tous deux les relations entre leurs deux pays. Ici en Côte d'Ivoire, les préparatifs des sites des Jeux de la francophonie avancent bien et ils concentrent de plus en plus l'attention. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le parc des sports de Treichville, le canal au bois et l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, voilà les sites qui vont accueillir les 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017. Ils connaissent en ce moment des travaux de rénovation. Daniel Cablan-Duncan, à la tête d'une délégation, a visité hier chacun de ces sites. Constat, les travaux sont réalisés à 70% dans l'ensemble. Le Premier ministre se dit satisfait du niveau d'avancement des travaux à 6 mois de la tenue des Jeux à Abidjan. Au stade Félix Houphouët-Boigny, la pelouse, la tribune avec les nouveaux sièges, la piste d'athlétisme, l'électricité pour l'éclairage, des travaux effectués à 72%. Une partie des 8e Jeux de la francophonie se tiendra ici. Un peu plus au sud d'Abidjan, à Treichville, au parc des sports, fini les travaux de la fondation de la salle polyvalente pour les Jeux du basket, handball et bien d'autres. Il ne reste qu'à monter les murs et la toiture. Autre site visité, le canal au bois offre le même décor. Les travaux avancent comme ici, à l'Institut de la jeunesse et des sports à Makori, retenu pour les logements de quelques athlètes parmi les 4000 participants attendus. Un tour qui satisfait le Premier ministre et sa délégation. C'est essentiel parce que, comme on a indiqué, il y a à peu près 4000 jeunes qui vont venir de par le monde, avec tous leurs encadreurs, avec tous les 80 pays qui sont concernés. Et nous sommes heureux que le président de la République ait décidé de faire en sorte que les jeux soient maintenus, malgré toutes les difficultés. Et je vais vraiment me permettre de féliciter donc, le ministre Mambé, qui a pris ça de manière particulièrement avec maîtrise, ce dossier. Des équipements solides et faciles à monter. Des explications sont données au Premier ministre par les experts engagés dans les travaux, histoire de le rassurer. Les réalisations seront prêtes à temps. Des infrastructures grandeur nature qu'il faudra pérenniser. Vous avez un espace qui est vraiment très très beau, à côté de la lagune, avec des bateaux qui vont faire la navette entre ici et le stade par exemple Félix Houphouët-Boigny. C'est vraiment important d'avoir ce genre d'installation. Et ensuite, maintenant, il faudrait penser à l'avenir après de ces utilisations des 4004 chambres. Aujourd'hui, les travaux sont réalisés à 70%, selon le Bureau national d'études techniques et de développement. Bennett, cette visite de terrain s'apparente à 7 mois de la tenue des 8e Jeux de la francophonie à une vérification des réhabilitations et innovations à faire sur les sites retenus pour l'événement sportif prévu à Abidjan en juillet 2017.
C'était un reportage de Gabriel Zani. Les élections législatives, c'est pour le 18 décembre prochain. Les futurs candidats s'activent pour être en lice. La CEI, la Commission électorale indépendante, a clôturé le dépôt des candidatures depuis hier, 17 novembre à 17 h. Les futurs candidats à ces élections avaient 10 jours pour y déposer leur dossier. Herman Guivet, reportage. Une longue file d'attente devant la Commission électorale indépendante ce 17 novembre 2016, dernier jour du dépôt des candidatures pour les législatives. Les plus chanceux ont pu accéder à la cour. Pour les autres, il faudra tirer un trait sur ces législatives. Parmi les déposants, des visages connus et inconnus. Pas un jour indiqué pour le faire. Nous avions un délai qui court jusqu'à ce soir. Tant qu'on est dans le délai, bon, il n'y a pas de problème. Je suis candidat indépendant. Ce n'est pas facile dans les juridictions pour signer les documents. Nous, particulièrement, j'étais à Vavois depuis hier, parce que je suis dans la circonscription de Vavois, j'étais à Daloa, la justice. En train d'essayer tous ces documents, ça n'a pas été facile. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis arrivé à temps. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes venus avec la liste de nos candidats au niveau du RHDP et ça se passe très bien, il n'y a pas de difficulté majeure. Oui, tout se passe bien. Je suis arrivé ici autour de 15 h. Voilà, je n'ai pas voulu me précipiter pour déposer mes dossiers, donc j'ai voulu attendre le dernier jour. C'est juste tactique. À chacun sa stratégie. Les campagnes pour les législatives se tiendront du 10 au 16 décembre 2016. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre la Journée africaine de la statistique. Thème retenu cette année, le renforcement des statistiques économiques au service de l'intégration régionale, de la transformation structurelle et du développement durable. La commémoration est instituée depuis mai 1990, conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Conférence africaine de la planification des statisticiens et des démographes. Elle vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement lue pour vous par la ministre Niale Kaba. Le gouvernement ivoirien veut placer la statistique au cœur du développement. Cette volonté a été réaffirmée à la faveur de la célébration de la Journée africaine de la statistique. Le ministère du Plan et du Développement sensibilise sur l'importance de cette science. Toutes ces actions ont permis au système statistique national, singulièrement à l'Institut national de la statistique, de réaliser ces dernières années de grandes opérations statistiques telles que le recensement général de la population et de l'habitat en 2014, l'enquête sur le niveau de vie des ménages en 2015, l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et du secteur informel en 2016. Pour le ministre, tous les acteurs impliqués dans la statistique doivent redoubler d'ardeur afin d'assurer à la Côte d'Ivoire de meilleures données statistiques. Les efforts de l'État en matière statistique se sont traduits notamment par la prise de décision du décret portant institution d'un département en charge de la planification et des statistiques au sein des ministères en 2012, l'adoption de la loi portant organisation du système national en 2013, la ratification de la Charte africaine de la statistique en 2013. Les statistiques touchent tous les secteurs de la vie moderne. Elles renseignent sur les tendances et les forces qui rythment la société. À partir d'enquêtes et du recensement, les statistiques ont une incidence sur la planification des écoles, des réseaux routiers, d'où leur importance. Le reportage de Perpétue Coin a été commenté pour vous par Serge Coléa. Direction Bouaké, où les responsables locaux des services producteurs de statistiques des régions de Bouaké et du Hambol sont en atelier de 3 jours. L'objectif est de présenter et valider l'annuaire statistique de ces 2 régions et instruire les directeurs régionaux sur l'importance des données statistiques. Témoignage Charles Tatou, RTI Bouaké. La situation de crise qui a entraîné la généralisation des programmes de lutte contre la pauvreté ces dernières années nécessite l'existence des données fiables et actualisées dans tous les domaines d'activité. Cela pour suivre et évaluer les plans cadres et engagements internationaux, notamment le Plan national de développement
et l'objectif pour le développement durable. La collecte des données au niveau régional dans tous les domaines permet d'avoir des indicateurs dans tous les secteurs, surtout les secteurs sociaux. Elle est donc importante dans le calcul des indicateurs. Mais certains services ne comprennent pas encore le bien fondé de disposer des statistiques. Les travaux de cet atelier viennent donc instruire les directeurs régionaux sur leur importance. Lorsque nous envoyons les outils de collecte vers les autres services, ils ne répondent pas toujours. Ça fait que les taux de réponse ne sont pas très élevés, qui avoisinent 70%. Chaque année, on doit avoir des données actualisées. Ça permet aux opérateurs économiques, aux chercheurs d'avoir des données. Nous sommes en train de discuter, d'échanger et de voir quels sont les voies et moyens qu'il faut utiliser pour que tous les chefs de service s'intéressent et contribuent au développement des statistiques. Ces travaux permettront également d'identifier tous les domaines de production des statistiques en vue d'une couverture totale du territoire de la région en données statistiques. Un petit mot d'agriculture dans ce journal avec une production annuelle de 1,7 million de tonnes. La banane plantain contribue à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Toutefois, la production à l'hectare reste faible. Elle est seulement de 10 tonnes contre 30 tonnes ailleurs. Pour y remédier, en augmentant la production, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a décidé de s'inspirer de l'expérience du CARBAP, le Centre africain de recherche sur les bananiers et les bananes plantains. Cela à l'occasion de la 9e session du conseil scientifique de l'organisation à Abidjan. Francis Boifo nous en donne les détails. La banane plantain, 3e culture vivrière en Côte d'Ivoire. La production annuelle est estimée à 1 700 000 tonnes. Dans les exploitations familiales, le rendement à l'hectare est faible. Il se situe entre 8 et 10 tonnes, alors que des techniques culturales mises au point par le Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, CARBAP, permettent de produire entre 30 et 40 tonnes à l'hectare. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de l'expérience du CARBAP pour booster sa production à travers un transfert de technologie. En termes d'introduction des hybrides de grande valeur nutritive, mais également en termes des pratiques culturelles adéquates, c'est-à-dire d'itinéraires techniques de production. La production de bananes en contre-saison, satisfaire tout au long de l'année les besoins de la population et non se trouver à une période de déficit qui augmente exagérément le prix des bananes plantains. Les experts du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA vont également s'instruire sur les méthodes de lutte contre les maladies du bananier. Objectif visé, combler le besoin de consommation de bananes plantains qui est de 2 500 000 tonnes. À Bandoukou, la direction des cantines scolaires et le conseil Café Cacao ont offert le 10 novembre dernier un important lot d'intrants et d'équipements agricoles d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA à une soixantaine de groupements agricoles mobilisés autour des cantines scolaires de la ville. L'objectif, c'est d'assurer aux enfants des zones rurales un repas chaud et équilibré, mais surtout lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao. Honorine Nigori. Des broyeuses mobiles, des presses manioc, des pulvérisateurs, mais aussi des boîtes d'herbicides et des tonnes d'engrais. Ce sont entre autres intrants et équipements agricoles d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA offerts à 60 groupements mobilisés autour des cantines scolaires de la ville de Bandoukou. Un don de la direction des cantines scolaires avec l'appui financier du conseil Café Cacao. Vous avez fait des efforts, on vous a appuyé. Donc faites en sorte que vous puissiez utiliser tout ce matériel à bon escient et qu'on sente qu'effectivement vous avez reçu quelque chose et en retour, les enfants ont bien mangé à la cantine scolaire. Que seraient les enfants si les cantines scolaires n'existaient pas? Et que seraient les cantines s'il n'y avait pas ceux et surtout celles qui les font marcher? Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Selon les responsables de la direction des cantines scolaires, ce don va permettre de donner une impulsion au programme intégré de pérennisation des cantines scolaires dans la région du Gontougo.
La lutte contre le terrorisme se renforce en Afrique. Grand Bassam, la ville historique, patrimoine de l'UNESCO, vient d'abriter la 8e réunion des chefs de renseignement et de sécurité de la zone sahélo-saharienne. Cette rencontre, placée sous l'égide de l'Union africaine, a permis aux participants de passer en revue le processus de Nouakchott qui vise à lutter contre le terrorisme. Mahama Traoré, son reportage est commenté par Awatouri. Pour les 11 pays signataires du processus de Nouakchott, pas question de laisser le terrorisme prendre pied dans la zone sahélo-saharienne. C'est sur cette nécessité qu'ils ont planché 2 jours durant à Grand Bassam, sur les lieux où la Côte d'Ivoire a connu sa première attaque terroriste. Un symbole comme pour réaffirmer que la Côte d'Ivoire et les États de la bande saharienne restent et resteront debout face à la menace terroriste. Durant cette session, il a été évidemment question de coordination du travail, d'échange d'informations, de formation, de renforcement des capacités et également la possibilité de déployer une force africaine dans le cadre de la force des Nations Unies MINUSMA au Nord Mali pour mieux traiter donc de la dimension terroriste. Outre ces avancées, les participants ont également planché sur la mise en place prochaine d'un mandat d'arrêt africain pour les personnes accusées d'actes terroristes. C'est un processus juridique qui demande une expertise certaine et qui aussi nécessite une certaine concertation et coordination avec les États membres afin que quand il est élaboré, il est accepté par tout le monde et à ce moment-là, il est facilement mis en œuvre. Lancé en mars 2013 par l'Union africaine, le processus de Nouakchott vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres de la zone sahélo-saharienne en vue de lutter contre le terrorisme. Prévention et gestion de l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire. Après l'attaque terroriste de Grand Bassam, le gouvernement veut mettre en place un cadre juridique pour la répression des actes terroristes. Le cadre choisi, c'est Yamoussoukro, où le Conseil national de sécurité, avec le soutien financier et technique du PNUD, permet aux magistrats et officiers de la police judiciaire de réfléchir sur les limites de la loi ivoirienne sur la répression des actes terroristes et faire des propositions d'amélioration. Sur au Corona, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Prévention de l'extrémisme violent et échange de bonnes pratiques sur la répression des actes terroristes. Ce thème fait l'objet d'une session de réflexion à Yamoussoukro. Des magistrats, des auxiliaires de justice et des officiers de la police judiciaire mettent en place les bonnes pratiques internationales en matière d'enquête, de poursuite, de réhabilitation et de réintégration des actes terroristes. Durant 6 jours, ces hommes de droit seront formés sur les causes profondes de l'extrémisme violent et la prévention de la radicalisation. Par cette initiative, le secrétariat du Conseil national de sécurité veut doter la Côte d'Ivoire de plusieurs mesures pour prévenir l'extrémisme violent. Au regard du critère multiforme d'expression de la menace et de son évolution permanente, il importe par ce genre de séminaire de mener la réflexion et accroître les échanges sur la question pour mieux protéger les populations. Les estimations du Bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD montrent que depuis 2011, plus de 21 000 personnes ont été tuées dans plus de 4 000 attentats terroristes perpétrés en Afrique. L'extrémisme violent représente sans doute la menace la plus sérieuse à la sécurité et à la stabilité dans le monde. Pour faire face à cette menace de nature complexe, transnationale, sournoise, évolutive, plusieurs initiatives politiques, socio-économiques et sécuritaires ont été mises en œuvre par les différents pays qui y sont confrontés. Par cet atelier de Yamoussoukro, le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, veut également réviser la loi ivoirienne sur la répression des actes terroristes et faire des propositions d'amélioration. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme vient de récompenser et honorer 2 aménageurs fonciers qui ont été classés 2e et 3e lors de la Journée nationale de l'excellence. Cette cérémonie de distinction et de mérite organisée a pour but d'inculquer aux entreprises le goût du travail et surtout le respect des règles en matière de construction. Perpétuellement, Serge Collier.
Ils font partie des meilleurs aménageurs fonciers de la Côte d'Ivoire. Lamine Koulibaly de la GEF, classé 2e, et Félix Ogou de la société SIAT, 3e du prix d'excellence 2016, ont été honorés. Chacun des 2 lauréats a reçu un trophée. Le deuxième a empoché une enveloppe de 1 500 000 francs CFA, le troisième un chèque d'1 million de francs CFA. Pour ces 2 aménageurs, cette distinction est le résultat d'un travail de longue haleine. Je pense que le président de la République a été bien initié d'instituer ce prix d'excellence et notamment le ministère de la Construction qui dans son département essaie de donner encore plus de valeur à cette initiative. Nous sommes aujourd'hui presque 70 sociétés agréées par le ministère de la Construction. Je pense que c'est un signal que le ministre Sanogo donne. À travers cette distinction, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme invite tous les acteurs du domaine foncier à se mettre à niveau. C'est une invite à redoubler d'efforts pour qu'eux-mêmes puissent être parmi les premiers lauréats les prochaines éditions. Et c'est une invite aussi à l'ensemble des aménageurs fonciers à travailler dans le même sens pour avoir une compétition saine et recevoir les félicitations de la République. Au dire du directeur de cabinet du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, des efforts ont été consentis dans le secteur de la construction. Il en veut pour preuve des réformes majeures telles que la sécurisation des biens immobiliers et la levée de contraintes majeures à l'investissement. La cérémonie officielle de célébration de la 26e journée des personnes âgées aura lieu à Grand-Bassam. Mais avant, des journées éclatées ont eu lieu dans toutes les directions régionales des affaires sociales. Hier, jeudi, lors de l'étape d'Agboville, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, à travers sa direction de l'action sociale, a annoncé de grandes mesures qui seront prises bientôt dans l'intérêt des personnes âgées. Les explications de Franck Quadio. 30 minutes de procession à travers les artères de la ville d'Agboville pour montrer qu'ils sont encore bons pour le service. Puis, cap est mis ici, à la salle des fêtes, où ils sont célébrés dans le cadre des journées éclatées des personnes âgées. Certes, heureux d'être célébrés, les seniors d'Agboville n'ont cependant pas oublié de mentionner les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous avons besoin de centres aérés, parce que nous avons besoin d'être dans un endroit où on se sentirait à l'aise entre nous. Justement, tout cela aussi, ça aide à l'épanouissement. Nous avons parlé également de l'exemption d'impôts sur les pensions. Sur ces quelques doléances, la réponse de l'État de Côte d'Ivoire est positive. L'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre en place une stratégie de protection des personnes âgées qui va nous permettre de décliner tout le plan d'action de prise en charge des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Dans ce plan d'action, on compte créer des centres aérés pour le loisir des personnes âgées. On compte prendre les personnes âgées en charge dans leur famille. Donc toutes ces actions sont en cours et d'ici 1 année à 2 ans, on verra clairement le fruit. L'expertise des seniors dans la construction d'une société intergénérationnelle pour un développement durable. C'est le thème sur le plan national pour cette 26e journée, histoire d'éviter les personnes âgées à prendre leur place dans le train de l'émergence. Cette émergence-là ne peut pas être atteinte en mettant de côté certaines personnes, dont les personnes âgées, dont l'expérience peut aider les générations actuelles à faire mieux. Pour leur bien-être, les seniors d'Agboville ont bénéficié à cette cérémonie des conseils de médecins gériatres. Des conseils qui leur permettront de ne pas vieillir et rester encore bons pour la nation. Le nouveau Code du travail de la République de Côte d'Ivoire a été adopté le 20 juillet 2015 et promulgué le 14 septembre de la même année. Il a pour objectif de renforcer le droit du travailleur et afin de permettre aux partenaires sociaux et aux juges de bien apprécier ce nouveau code et le vulgariser, une rencontre s'est tenue récemment à Abidjan. Éric Goré y était pour RTI 1. Le nouveau Code du travail de la République de Côte d'Ivoire réunit magistrats du tribunal du travail, inspecteurs et directeurs régionaux du travail pour mieux s'imprégner des tests. Ce nouveau code répond aux aspirations des partenaires sociaux qui ont eu le privilège de participer aux travaux. Cet ensemble de tests vient mettre fin à celui de 1995, le précédent code qui n'était plus adapté au contexte. Il y a eu 3 ateliers de validation en décembre 2011, en février 2013 et en juillet 2013. Et il y a eu également le forum social de 2012. Le nouveau Code du travail renforce le droit du travailleur,
Les participants le trouvent innovant. Dans ces dispositions nouvelles, le Code prévoit des sanctions qui sont qui sont lourdes. Donc il est bon que les partenaires sociaux s'en imprègnent. Aujourd'hui, nous avons la chance que le Code du travail, en son article 81.1 suivant, essaie de donner une définition de la faute lourde. Le juge a une appréciation souveraine des faits. C'est lui seul qui peut déterminer si la faute est lourde ou non. C'est en 1964 que la Côte d'Ivoire s'est dotée de son tout premier Code du travail pendant l'administration coloniale. Les commerçants sinistrés de Saint-Fra et les femmes rurales du département de Vavois bénéficient de l'appui de la Fondation Solidarité pour tous, dont en nature, en argent et de quoi valoriser leurs produits agricoles. Voilà l'aide apportée par la Fondation à ces braves populations. C'était le week-end dernier en présence de notre reporter Thomas Guessambi. Magasins et étals calcinés, marchandises consumées par les flammes, laissant les commerçants dans une désolation et consternation totale. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé le marché central de Saint-Fra en septembre dernier. Devant l'ampleur des dégâts, plus de 420 millions de francs CFA de pertes chiffrées, la Fondation Solidarité pour tous rend visite aux commerçants sinistrés. Des lits, des machines à coudre, des kits scolaires et bien d'autres biens matériels auxquels s'ajoutent 2 millions de francs CFA en espèces. C'est le geste que fait la fondation que dirige Fatima Solange-Mapri en direction des commerçants. Chers mamans, je vous exhorte donc à vous accepter mutuellement malgré vos différences et à vous unir en coopérative ou association de jeunesse pour booster et dynamiser votre région. Très touché par le geste, et le porte-parole des commerçants, et le porte-parole des cadres, et le préfet du département n'ont eu d'autres mots que des mots de gratitude à l'endroit de la bienfaitrice et de sa fondation. Les pas de la présidente de la Fondation Solidarité pour tous ne se sont pas arrêtés seulement qu'à Saint-Fra. Ils se sont aussi dirigés à Vavois à la rencontre des femmes rurales réunies au sein de l'ONG Zinci. À ce regroupement de femmes qui œuvrent pour la valorisation des produits agricoles, l'alphabétisation et la scolarisation de la jeune fille, la délégation de Fatima Solange-Mapri a remis un important lot de matériel composé entre autres de décortiqueuses, de motopompes, de pulvérisateurs, pour ne citer que ces matériels. Et à Tanda, l'Union des femmes émergentes vient, elle, de bénéficier d'une centaine de poulaillers traditionnels. C'est un don du ministère des Ressources animales et halieutiques, un ministère dont l'objectif est de permettre aux femmes de Tanda d'obtenir, à travers l'élevage traditionnel, leur autonomie financière. Abou Sanogo, reportage. Le ministère des Ressources animales et halieutiques veut intéresser davantage les femmes à l'élevage de poulets. L'approche, les poulaillers traditionnels. C'est dans ce cadre que l'Union des femmes émergentes de Tanda vient de bénéficier de 100 poulaillers traditionnels en vue de favoriser leur autonomisation financière. Les 100 poulaillers traditionnels sont accompagnés de 9 millions de francs CFA et prochainement d'un camion frigorifique pour le commerce de poissons. Trouvez-moi une salle, je viendrai déposer le conteneur frigorifique. Et moi-même, pour le premier départ, je vais vous envoyer du poisson rempli. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire pour les femmes. La présidente de l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire, Delphine Kwadjo Abadjina, et la présidente de la section de Tanda, Madeleine Abena, après avoir exprimé leur reconnaissance au ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ont pris l'engagement de se retrousser les manches pour assurer le succès de ce projet. Cet appui qu'elle juge inestimable servira à sortir un grand nombre de femmes de Tanda de la précarité. L'actualité internationale en bref et en images. Au moins 73 personnes ont été tuées et 110 blessées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne hier jeudi dans l'après-midi dans l'ouest du Mozambique. Selon le gouvernement, l'incident s'est produit lorsque des citoyens ont tenté de prendre de l'essence depuis un camion-citerne dans une localité à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Malawi. Avec la chaleur, le camion a pris feu. Les blessés sont évacués vers l'hôpital de Tété, situé à environ 90 km, et les autorités continuent à chercher, à savoir si le camion vendait de l'essence ou s'il a été pris d'assaut par la population.
L'ultime débat télévisé de la primaire de la droite pour la présidentielle française jeudi soir 17 novembre n'a pas tenu ses promesses à 3 jours du premier tour. Un débat touffu, parfois confus, une réponse indignée de Nicolas Sarkozy sur les affaires judiciaires et 3 favoris qui évitent de s'attaquer frontalement. À 3 jours du premier tour, ce 3e exercice était présenté comme décisif. En tête dans les enquêtes d'opinion depuis 2 ans, Alain Juppé semble désormais en perte de vitesse et François Fillon en nette progression selon plusieurs études concordantes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.